and fro again, overnight delivery. Conférence suivante, si c'est possible d'avoir le lien qui sera fait par Barbara Le Drian, qui est psychologue, maître de conférence, docteur en psychologie, et qui est spécialiste à Amiens des liens d'attachement parents-enfants et père-enfant. Lorsque Barbara a pu se connecter... Oui, bonjour Barbara, on vous voit, oui, très bien. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Bon, très bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier donc, de me permettre aujourd'hui de présenter ces travaux de psychologie sur cette place du père dans le développement de l'enfant. Donc, je vais reprendre un certain nombre de choses qui ont été évoquées dans la communication précédente au regard donc, des recherches qui sont faites en psychologie actuellement sur le développement de l'attachement de l'enfant. Donc, comme vous l'avez cité à plusieurs reprises, on a une évolution sociétale du rôle du père dans la société. Et malgré tout, la littérature scientifique, et plus spécifiquement celle en psychologie, reste un petit peu en difficulté par rapport à ce rôle du père. On a 2 fois plus de publications à l'heure actuelle qui traitent de l'importance du rôle de la mère auprès des jeunes enfants et très peu finalement de celle du père. Malgré tout, cet intérêt pour le père, il est né il y a quand même un certain nombre d'années, puisqu'on a vu émerger des recherches sur le rôle du père auprès des jeunes enfants dès les années 70, même si ce questionnement n'a pas été toujours le même. Alors, au balbutiement, on trouvait la question un petit peu primaire sur le fait que est-ce que le père pouvait en constituer une figure d'attachement. Donc là, on était vraiment au balbutiement de l'intérêt pour le père. Pendant très, très longtemps, les recherches ont considéré effectivement que la mère était une figure plus influente que celle du père lorsque elle apportait des soins auprès des jeunes enfants. Dans les années 90, on a commencé malgré tout à comparer la qualité des liens d'attachement entre la mère et le père, en considérant que malgré tout, le père avait quand même sa place à jouer auprès de cet enfant. Et de manière plus récente, on a vu apparaître des travaux depuis les années 2000 sur le fait que peut-être que le rôle du père n'est pas à comparer à celui de la mère, mais a vraiment une spécificité à part entière. Et c'est ce qui nous paraît aujourd'hui le plus intéressant. Alors, je reviens un petit peu sur ce qui a été évoqué dans la communication précédente en termes de nature des interactions, puisque ce qu'on constate effectivement, c'est que les pères vont passer beaucoup plus de temps à jouer avec leurs enfants et beaucoup moins de temps finalement à apporter des soins de périculture. Ces jeux, ils sont particuliers, ils ne sont pas identiques à ceux des mères. On note effectivement beaucoup de jeux physiques, toniques, avec, comme évoqué précédemment, des jeux de lutte, de bataille. Ces jeux sont beaucoup plus déstabilisants que les jeux qui sont entrepris par la mère, avec beaucoup de taquinerie de la part du père, qui va permettre de confronter en fait l'enfant à des situations nouvelles. Ces jeux, ils sont principalement orientés vers l'environnement. Ils sont moins médiatisés par les objets que lorsque la mère pratique ces jeux. Et lorsque les objets sont utilisés, ils le sont un peu de manière détournée, comme on peut le voir dans la photographie avec l'utilisation de casseroles en guise d'instruments de musique. D'une manière générale, ces jeux sont moins orientés vers les apprentissages que ceux qui sont pratiqués par les mères. Alors, on peut se demander quels sont les effets sur le développement précoce de la nature de ces jeux. On voit effectivement qu'ils vont permettre effectivement aux enfants de prendre des initiatives, d'explorer leur environnement, de s'aventurer dans cet environnement. Et on parle également de catalyseur de risque, tout en maintenant la sécurité. C'est-à-dire que le père va proposer effectivement des jeux
qui vont contribuer au développement de l'autonomie, tout en veillant, bien entendu, à ce que l'enfant soit en sécurité. Ces jeux sont l'occasion, comme les jeux maternels, d'émotions intenses et ils vont participer notamment à l'éveil de la curiosité. Donc, l'intégralité des jeux paternels à destination des jeunes enfants vont contribuer notamment à la régulation du sentiment de sécurité chez ces derniers. En termes de donneurs de soins, ce qu'on appelle le caregiving chez le parent, on constate effectivement que les pères vont pratiquer un caregiving qui est spécifique en fait, avec une manière de porter l'enfant qui est différente de celle de la mère. Le père a plus souvent l'occasion de porter l'enfant pour que celui-ci s'ouvre au monde, découvre le monde. On voit bien le petit garçon ici sur les épaules de son père qui regarde l'environnement. Les jeux qui sont proposés sont plus directifs et dans ces jeux, on voit apparaître notamment la mise en place de règles et de principes par les pairs qui vont être repris un petit peu plus tard chez l'enfant un petit peu plus âgé en termes de mise en place de limites dans les jeux. Ces pairs sont également beaucoup plus exigeants au niveau du langage puisqu'ils vont utiliser des mots plus complexes. Ils vont proposer des énoncés qui impliquent que l'enfant fasse des inférences pour comprendre ce que le père leur demande. Et d'une manière plus générale, effectivement, les échanges langagiers vont être plus complexes. Donc, dans toutes les recherches qui ont porté sur le père depuis les années 2000, que ce soit en France ou à l'étranger, on trouve effectivement le fait que le père va constituer une ouverture de l'enfant vers le monde. Il va constituer un pôle attractif de l'enfant vers l'exploration de son environnement. Donc, on a, comme chez les mères, non pas un style unique de donneur de soins, mais on peut avoir des styles qui sont complètement différents. Comme on l'a vu précédemment, cohabitent encore dans nos sociétés des pères qui ne s'investissent que très peu en fait, dans les soins précoces donnés aux enfants, qui sont considérés comme des pères dits traditionnels, qui vont figure d'autorité. Et puis, on a à l'autre bout du spectre des pères qui sont considérés comme beaucoup plus maternants, c'est-à-dire intervenant dans les soins précoces et qui très souvent participent effectivement à une construction de la famille sur un modèle conjugal égalitaire. Donc, on voit bien effectivement qu'avec cette évolution sociétale, on voit se modifier l'engagement paternel auprès de l'enfant. Ce concept d'engagement, c'est un concept qui a été étudié en psychologie et qui fait référence à trois dimensions différentes. Donc, on a l'interaction, telle que je l'ai évoquée précédemment. Donc, les moments d'échange concrets du père avec son enfant. On a également la deuxième dimension qui est la disponibilité du père, c'est-à-dire les moments où le père reste accessible aux demandes de l'enfant, mais pendant lesquelles il n'interagit pas avec lui, il ne fait que effectivement intervenir à la demande de l'enfant. Et enfin, la responsabilité, qui est la troisième dimension, qui consiste à regrouper l'ensemble des décisions qui vont être prises par les parents pour le bien-être de l'enfant. Donc, comme évoqué précédemment, les recherches montrent bien que plus le père va passer de temps immédiatement après la naissance de l'enfant auprès de ce dernier, et plus effectivement cet engagement paternel va être conséquent quelques mois plus tard. D'où l'intérêt effectivement de permettre au père de passer le plus de temps possible à la maternité. Il n'a pas encore été évoqué jusque-là, mais certaines maternités françaises à l'heure actuelle proposent des chambres parentales où effectivement on va inviter le père à rester en compagnie des mères pendant tous les soins, même lorsque le bébé est en difficulté et est en soins intensifs.
Donc, ces styles d'engagement paternel, donc on a vu, il y a les traditionnels, les maternants, là, c'est les deux extrémités du spectre. Et puis, on a les pères dits paternants, c'est-à-dire des pères qui vont exercer leur engagement de manière différente de celle des mères. Et aussi, on voit apparaître à l'heure actuelle des modèles non traditionnels où les pères vont s'engager davantage que leurs compagnes dans les soins donnés aux très jeunes enfants. Donc, on voit émerger effectivement cette notion de coparentalité qui paraît très importante au jour d'aujourd'hui. Donc, jusque-là, on avait un modèle scientifique dans lequel on comparait le père à la mère restant le modèle d'explication prépondérant dans le développement psychologique de l'enfant, alors que ça soit dans différents domaines, que ça soit en termes de préférence sensorielle, puisque quand on parle de la sensorialité précoce du nouveau-né, on note bien que le nouveau-né va préférer la voix de sa mère, entendre la voix de sa mère, va préférer regarder son visage, va préférer son odeur. Il y a très, très peu d'études sur les préférences sensorielles des bébés à l'égard de leur père. Dans les interactions précoces, on retrouve à peu près le même constat, puisque toutes les recherches qui sont plus centrées sur la cognition sociale, c'est-à-dire sur les connaissances que le bébé va acquérir pour comprendre son environnement humain, se situent beaucoup dans les interactions mère-bébé. Il y a très peu d'études qui sont faites dans les interactions père-bébé. Et enfin, quand on prend toutes les recherches sur la théorie de l'attachement, on fait le même constat. Il y a énormément de recherches qui portent sur les mères et très peu qui portent sur l'attachement des pères à l'égard de leur bébé et de l'attachement du bébé à l'égard de leur père. Donc, on est de nouveau confronté à cette sous-estimation du rôle du père et on peut se demander si le fait de faire cette comparaison n'est pas en elle-même une erreur de conceptualisation. Alors, je n'ai pas le temps d'aborder les trois domaines, je vais simplement me centrer sur le domaine de l'attachement. Pourquoi ? Parce que ces constructions de liens affectifs précoces entre l'enfant et ses parents sont fondamentaux pour son développement, puisque les relations vont jouer un rôle central au sein de ce dernier. On trouve effectivement une place essentielle aussi de ces relations parents-enfants dans l'apprentissage que l'enfant va faire de la régulation émotionnelle, puisque dans un premier temps, il n'est pas capable de réguler ses émotions seul, mais il va le faire en compagnie de ses parents grâce à l'hétérorégulation. Et dans de nombreux troubles du développement, on trouve des problèmes de régulation émotionnelle, donc d'où l'intérêt de parler de l'attachement. Et enfin, la dernière chose, c'est que effectivement, pourquoi on porte aussi beaucoup d'intérêt sur cette notion d'attachement ? Parce que dans de nombreux troubles, dans de nombreuses difficultés, on trouve effectivement des problèmes de relation comme marqueur principal de la psychopathologie. Alors, l'attachement, on vous l'a évoqué précédemment, c'est effectivement une théorie qui a été développé par Bowlby dans les années 60-70, qui est un modèle hiérarchique. C'est-à-dire que dans ce modèle, on va trouver une figure principale d'attachement qui est souvent la mère et des figures secondaires qui vont graviter autour de cette figure principale, qui peut être effectivement le père. Alors, c'est vrai que dans les années 60, quand Bowlby a proposé son modèle, c'est ce qui se pratiquait. Et donc, cette figure primaire va avoir plus d'influence sur le développement que les différentes figures secondaires qui peuvent intervenir auprès de l'enfant. Alors, ces liens d'attachement, ils ont été évalués grâce à une méthode que l'on connaît assez bien maintenant, qui a été élaborée par Ainsworth dans les années 80, qui s'appelle la situation étrange. Donc, pour mesurer l'attachement, on va mettre l'enfant dans une situation expérimentale un petit peu particulière, dans laquelle on va faire monter son niveau de stress, d'insécurité. Donc, la mère est dans une pièce inconnue avec son enfant. Une personne inconnue entre dans cette pièce et commence à interagir avec les partenaires. La mère sort, laisse l'enfant avec la personne inconnue. Elle revient. La personne inconnue s'en va.
la mère s'en va, situation de stress extrême, l'enfant se retrouve effectivement seul dans cette pièce qu'il ne connaît pas. Donc, cette situation, elle permet de tester, selon Ainsworth, l'attachement en termes de recherche de proximité. Quand l'enfant est en situation alarmante, il recherche la sécurité auprès de sa mère. Et lorsque tout va bien, il va explorer son environnement. Cette technique expérimentale, elle a permis de mettre en place 4 types d'attachements différents, donc qui vont de l'insécurité à la désorganisation, même si effectivement l'insécurité de l'attachement ne constitue pas une pathologie en soi, ça peut constituer un facteur de risque pour l'enfant. Donc, quand tout va bien, quand la mère est sensible, les enfants vont construire un modèle interne opérant de celle-ci comme étant disponible, pouvant subvenir à ses besoins et pouvant lui assurer la sécurité. Ce sont des enfants sécures. L'insécurité est liée à un manque de sensibilité maternelle à l'égard des signaux de l'enfant et ça peut se traduire soit par une augmentation des signaux, soit par, au contraire, donc ça, ce sont les enfants insécures ambivalents, soit au contraire par une diminution des signaux d'attachement, qui sont les enfants évitants. La désorganisation étant souvent, concernant des enfants qui n'ont pas développé de réelle stratégie d'attachement du fait d'une maltraitance familiale. Donc, on voit bien que dans cette situation, on va évaluer l'attachement, mais du côté de la mère et pas du côté du père. Donc, jusque-là, c'est ce qui était proposé dans les recherches, mais on montre bien qu'il n'y a pas de préférence en termes d'attachement concernant l'enfant pour son père, pour sa mère, plutôt que pour son père, que dans des situations de stress, le recours au père ou à la mère par l'enfant va dépendre beaucoup du contexte, c'est-à-dire que quand ils sont dans une situation de laboratoire, c'est plutôt la mère qui est sollicitée par l'enfant. Au contraire, quand ils sont au domicile, c'est plutôt le père qui va être sollicité par l'enfant. Et ça dépend également de l'âge de l'enfant. Les enfants plus âgés, aux alentours du 18 mois, vont plutôt avoir recours au père qu'à la mère dans des situations qui s'avèrent anxiogènes. Tout cela montre que l'enfant, très tôt, il a identifié que le père et la mère n'étaient pas deux partenaires identiques et il va développer des signaux d'attachement qui sont très différents à l'égard des mères et des pères. Donc, on a plutôt des signaux proximaux à l'égard des mères, avec le fait de tendre les bras, de toucher la mère, alors que chez les pères, on retrouve plutôt des signaux distaux qui sont dits affiliatifs, qui sont le fait de regarder et de sourire au père, pardon. Donc, on voit bien que le père, ce n'est pas une seconde mère. Et donc, il faut inventer un nouveau paradigme pour évaluer l'attachement au regard des connaissances que l'on a, à la fois sur les styles interactifs, mais également sur l'engagement paternel actuel. Donc, il y a Paquette, qui est un chercheur québécois dans les années 2000, qui a proposé une théorie de l'activation. Donc, dans la théorie de l'activation, Paquette se situe dans le modèle de l'attachement et considère que le père, dans un contexte de sécurité, va encourager l'enfant à prendre des initiatives dans ses explorations et va encourager l'enfant à se dépasser, lui permettant ainsi d'assurer une bonne régulation émotionnelle face à des situations nouvelles. Donc, le père joue un rôle direct auprès de l'enfant en assurant, lui permettant de s'autonomiser, et un rôle indirect auprès des mères, puisque le père qui est présent dans la famille va rassurer la mère dans ses capacités effectivement de maternage auprès de l'enfant et va lui apporter un soutien émotionnel. Paquette, avec Bigra, dans les années 2010, a proposé donc un autre paradigme que la situation étrange pour tester cette notion d'activation. C'est ce qu'on appelle la situation risquée. Et dans cette situation risquée, on ne mesure plus la proximité à la mère comme dans la situation étrange, mais on évalue la sécurité à l'exploration, en fait, qui est l'autre versant de l'attachement. Donc, on va placer de la même manière l'enfant dans une pièce inconnue en présence de son père avec des jouets et on va lui proposer en fait plusieurs situations dans lesquelles on va augmenter le risque
le risque. Donc, dans un premier temps, il y a le risque social qui est constitué par l'entrée d'une personne inconnue dans la pièce, donc comme dans la situation étrange. Ensuite, deuxième type de risque qui est proposé, c'est un risque physique. Donc, on installe dans la pièce une petite estrade sur laquelle on monte grâce à des escaliers. Le père encourage l'enfant à gravir ces escaliers tout en étant en sécurité. Et à la fin de la situation risquée, le père quitte la pièce en prévenant son enfant qu'il n'est pas autorisé à gravir l'escalier seul au risque de se blesser. Et donc là est posé l'interdit parental. Grâce à ce paradigme, on a pu mettre en évidence différents types de relations d'activation du père avec son enfant. Donc, des relations activées où l'enfant va va explorer son environnement de manière autonome et sécurisée. Des situations sous-activées où l'enfant reste à proximité de son parent autant qu'il le peut et donc ne s'engage pas dans l'exploration. Et au contraire, des relations suractivées où l'enfant ne respecte pas l'interdit parental et où il va prendre des risques inconsidérés. Ces types d'activation sont liés aussi à des styles paternels. Donc, on est dans les relations activées avec des pères qui vont présenter une incitation sensible au jeu. L'incitation sensible au jeu, c'est-à-dire de proposer des jeux à l'enfant qui sont nouveaux, mais qui sont adaptés à leur âge et de respecter les rythmes de ce dernier. Dans les relations sous-activées, au contraire, on va avoir des pères qui sont plutôt protecteurs à l'égard de leurs enfants et qui ont du mal à leur laisser prendre de l'autonomie. Et dans les situations suractivées, on a plutôt des pères qui sont permissifs et qui ont du mal à mettre des limites. Cette notion d'activation, elle est très liée notamment au genre de l'enfant, puisqu'on montre que les garçons vont être beaucoup plus activés par leur père que les filles, qui vont être moins encouragées par leur père à prendre des initiatives dans leurs explorations. Et ces activations, elles augmentent aussi avec l'âge, c'est-à-dire plus l'enfant a des capacités motrices importantes, plus les pères vont encourager les enfants à les utiliser. Ces relations d'activation, elles sont beaucoup plus importantes dans les sociétés individualistes. Et là, je reprends l'exemple du chasseur-cueilleur de tout à l'heure. Dans les sociétés individualistes, on est plutôt dans des sociétés basées sur la compétition entre les individus. C'est un peu l'exemple de la société occidentale, où on va effectivement encourager l'enfant à se préparer à cette compétition. Alors que dans les sociétés collectivistes, et je pense qu'effectivement, l'exemple du chasseur-cueilleur, il rentre bien là, on va être plutôt sur une collaboration entre les individus et donc les relations d'activation avec le père vont être beaucoup moins nombreuses. En termes d'influence à long terme de ces relations d'activation, on voit que ça va contribuer notamment à une régulation émotionnelle de qualité chez l'enfant. Le fait de faire de l'apprentissage de ces jeux de bagarre, de ces jeux de lutte, tout en mettant des limites, ça va notamment apprendre l'enfant à réguler ses comportements agressifs avec les autres. De la même manière, le fait d'encourager l'enfant à prendre des initiatives, ça va également augmenter la confiance en soi qu'il va pouvoir développer quelques mois plus tard. Et ces relations aussi d'activation sont très importantes sur l'apprentissage des compétences sociales, puisqu'on a montré que des enfants dont les pères avaient présenté des relations activées, engagées, avaient beaucoup plus d'aisance sociale. Ils étaient vus comme beaucoup plus populaires par leur père d'âge, avec des comportements prosociaux nombreux et des comportements altruistes également plus nombreux. Les enfants dont les pères ont été sous-stimulants sont plutôt dans des relations beaucoup plus timorées avec leur père d'âge. Et enfin, les pères surstimulants ont des enfants qui vont avoir des comportements extériorisés qui sont plus nombreux. Donc, l'idée de ce modèle, hiérarchique,
il est peut-être à remettre en cause, et pas peut-être, c'est même sans doute une remise en cause à l'heure actuelle auquel on assiste, vers un modèle qui est beaucoup plus intégratif de la construction de l'attachement, en considérant que les relations d'attachement, elles vont se construire de manière indépendante à l'égard du père et de la mère, qu'elles ont un poids identique, que ces relations d'attachement vont s'intégrer dans des systèmes d'influence et de compensation qui vont permettre la mise en place de bonnes relations d'attachement, que chaque parent peut avoir un modèle d'activation et d'apaisement différent, c'est-à-dire que là, je dis que les pères, activent beaucoup plus leurs enfants, mais ça peut être aussi le cas parfois des mères, mais c'est souvent sur un style mineur. D'accord ? Donc, on a effectivement des caractéristiques genrées au niveau des pères. Et enfin, on s'aperçoit effectivement que lorsque la mère propose un modèle de sécurité sensible au bébé, celui-ci va être beaucoup plus enclin à bénéficier du rôle d'activation du père. Donc, tout cela pour dire que parler des pères et des mères séparément, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais ce qu'il faut effectivement intégrer dans nos modèles d'études du jeune enfant, c'est la triade, et notamment le fait que lorsque les parents attendent leur première enfant, ce que l'on appelle la transition à la parentalité, il y a beaucoup de choses qui vont se construire, se mettre en place, et notamment va se mettre en place ce qu'on appelle l'alliance familiale, comme il a été évoqué précédemment, où chacun va participer à sa manière à l'éducation de l'enfant, s'organiser dans les soins de manière complémentaire, quand dans une famille équilibrée, en focalisant les intérêts de l'enfant sur certains points et surtout en partageant des affects de qualité. Donc, très souvent, ces triades, elles sont dites fonctionnelles, c'est-à-dire que quand on a une stimulation équilibrée des deux parents, on va avoir une bonne coordination et des émotions qui sont majoritairement positives et bienveillantes et qui vont contribuer au bon développement de l'enfant. Et puis, dans certains cas, on a des alliances dysfonctionnelles où la coordination entre les deux parents va être beaucoup plus difficile, avec l'émergence de conflits et donc un retentissement sur les émotions, sur la régulation émotionnelle, et donc des problèmes de stimulation en termes de sur- ou de sous-stimulation des parents. Donc, l'idée, c'est que pour pouvoir prévenir ces problèmes dysfonctionnels, peut-être agir sur le caregiving. Donc, on a vu que quand les deux parents coopéraient et qu'ils assuraient les soins et la sécurité, on développait, cela permettait de développer chez l'enfant plutôt un attachement sécure et était vraiment la situation optimale pour le développement de l'enfant. Quand la coopération elle est plus modérée parce que l'un des parents est lui-même insécurisé, l'autre parent va avoir le rôle de protecteur pour pouvoir rassurer à la fois l'enfant et le parent, et on peut voir se développer un attachement sécure. Par contre, quand on est dans des difficultés un petit peu plus importantes, avec des alliances dites collusives, où les deux parents fonctionnent sur des modes d'insécurité, on peut avoir des désaccords qui vont contribuer à la mise en place d'attachements insécures chez l'enfant. Et puis, le risque ultime étant la désorganisation, c'est-à-dire que quand un parent a été victime lui-même de maltraitance pendant son enfance et qu'il n'a pas pu développer des modèles d'attachement sécurisés, ça reste très, très compliqué dans la transition vers l'alliance familiale. Donc, juste pour résumer, donc, on a effectivement des travaux scientifiques qui portent sur la mère, qui sont plutôt centrés vers le maintien de la sécurité, des travaux qui portent sur le père et sur la manière dont les jeux vont participer à l'exploration et à l'ouverture et à l'autonomie vers le monde. Les deux vont contribuer à un modèle parental dit équilibré, partagé, et effectivement, à terme, sur le développement de l'enfant, ce modèle parental va contribuer à une bonne régulation émotionnelle ou des compétences sociales de qualité. Alors, sans vouloir faire trop long,
J'avais simplement un petit message à l'égard de nos compatriotes ukrainiens et de tous ces enfants qui sont séparés de leurs parents, de leurs pères notamment, dans de nombreux cas, qui sont sur les routes, qui vont naître sous les bombes. Et effectivement, on parle des 1000 jours hein, aujourd'hui chez nous, mais qu'en est-il de ces enfants qui sont actuellement victimes de ce traumatisme de guerre? Et voilà, je voulais simplement évoquer avec vous aujourd'hui cette problématique qui me touche de manière très importante sur tous ces enfants qui vont être en difficulté dans les mois à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci Barbara pour vraiment cette mise au point très, très intéressante. Et puis le point concernant l'Ukraine, naturellement, qui nous frappe tous actuellement, et en espérant que cette situation va rapidement évoluer favorablement, même si ce n'est pas sûr. Des questions? Attends, je vais te passer le micro. Moi, j'en aurais deux. Merci beaucoup pour cette intervention. Et ça rejoint les deux interventions. Là, il me semble qu'on parle plutôt de l'enfant premier-né. Quid du deuxième? Est-ce qu'on passe d'un mode individualiste à un mode collectiviste dans le type d'éducation? Est-ce qu'on attache autant d'attention au premier qu'au deuxième? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Et ma deuxième question, c'est aussi, là, vous avez bien montré la différence, la manière que le bébé a de percevoir la mère et le père sont différents. Et quid, du coup, des familles biparentales monosexes? Est-ce que, finalement, ces deux rôles, le père-mère, sont adoptés grâce à la chimie du couple, ou voilà, comment ça se passe? Merci pour ces questions. C'est vrai que c'est des questions qui sont très actuelles. Donc, pour répondre sur la fratrie, bien entendu que quand on est parent pour la première fois, on ne va pas du tout se comporter de la même manière avec les enfants que quand on est parent pour la deuxième ou la troisième fois. Je pense qu'effectivement, l'insécurité aussi parentale chez un premier enfant, elle est plus importante parce que les parents ont aussi peur parfois de faire des erreurs, de mal faire. Et donc, en termes de burn-out parental et d'exigence parentale dont on évoquait la présence tout à l'heure, c'est vrai que ça pose question. Quand on a un deuxième ou un troisième enfant, effectivement, les choses sont un petit peu différentes. On est devenu un petit peu un expert parental, même si dans ces situations-là, on ne peut exclure de l'équation la notion de tempérament de l'enfant. On sait qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins faciles, qui vont s'apaiser plus ou moins facilement, qui vont plus ou moins facilement progresser. Et donc, effectivement, on peut se demander si on va agir de la même manière. Il est bien évident que non. Je pense que chaque parent va laisser à chacun des enfants, que ce soit le premier ou les suivants, une place importante au sein de la famille, avec cette notion qu'on a très très bien vue dans le reportage, la petite vidéo précédente sur le fait que le grand frère ou la grande sœur va servir aussi de partenaire de jeu et d'apprentissage aux plus jeunes. Et donc ça, le fait de laisser la place à l'aîné dans cette pratique, elle est importante. Et donc effectivement, non, on ne va pas se comporter du tout de la même manière avec l'aîné et avec le petit dernier. Sur cette question de parentalité, quand effectivement on est dans des situations d'homoparentalité, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des styles aussi interactifs. On a beau être une femme, genrée en tant que femme, on va avoir effectivement des styles qui sont aussi très différents. Je pense que dans un couple
où les deux parents sont de même sexe, on va avoir une répartition des rôles qui va se faire aussi un peu de manière implicite, sur la même manière que les couples hétérosexuels. Je pense que la situation la plus délicate, à mon avis, c'est la monoparentalité, c'est-à-dire le cas où en fait on n'a pas deux individus qui peuvent proposer deux modèles différents, mais où on va avoir une personne, souvent les mères, qui vont se retrouver parfois dans des situations sociales, d'isolement familial complexes. On parlait de tout à l'heure le fait qu'il faut tout un village pour faire une famille. C'est ce que Cyrulnik note très bien. Le fait d'être parent isolé, c'est un vrai problème pour le développement de l'enfant à l'heure actuelle, où on est effectivement dans des sociétés où c'est un petit peu un mode de fonctionnement individualiste. Nous avons une question du public. Le jeu n'est-il pas le propre de l'enfant? Comment sensibiliser les parents et le père dans un but éducatif? Alors, est-ce qu'il faut utiliser uniquement le jeu dans un but éducatif? Je réponds à une question peut-être par une autre question. Je pense que le jeu, c'est l'occasion, comme je vous le disais tout à l'heure, d'échanges émotionnels intenses, d'apprentissage implicite, qui sont très, très nombreux, parce qu'effectivement, quand on dit que les pères ont tendance un petit peu moins à utiliser les jeux dans un but cognitif, c'est-à-dire d'apprentissage cognitif pur, ils vont quand même effectivement contribuer grandement à l'apprentissage de règles, à l'apprentissage concernant effectivement les émotions qui sont très, très importantes dans le développement précoce du bébé. Et lorsque effectivement ils encouragent les très jeunes enfants à se dépasser un petit peu dans leur pratique, ce qu'on voit beaucoup plus chez les mères que chez les pères, et ben effectivement, on est dans cette entrée vers l'éducatif. Mais je veux dire, il ne faudrait pas non plus trop inciter à ce que le jeu devienne trop éducatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que pour moi, le jeu, c'est vraiment une occasion chez les tout-petits d'interaction, d'échanges émotionnels intenses et d'échanges d'affects, qu'ils soient positifs ou négatifs, très, très importants. Oui, juste dire peut-être que l'enfant, c'est un chercheur. Le bébé est un chercheur. Tout est jeu. Et c'est la voie d'entrée de la connaissance. Le toucher, solliciter l'ouïe, le regard. Et c'est comme ça que les connexions neuronales s'établissent. Et quand les parents ont connaissance que tout est jeu dans l'environnement de l'enfant, il fait tomber 15 fois de suite le même objet, il est en train de tester la gravité. Vous en parliez tout à l'heure très bien. C'est de l'expérimentation, c'est comme ça qu'il apprend. Le jeu libre est fondamental dans le développement. Et si les parents ont connaissance que c'est la voie d'entrée de la connaissance, enfin, s'ils perçoivent que c'est la voie d'entrée de la connaissance, et que l'expérimentation, elle est fondamentale dans la petite enfance. Il n'y a pas de programme éducatif, heureusement, et le jeu, il n'est pas à vocation éducative, il est là pour explorer, pour permettre à l'enfant d'explorer le monde. Eh bien, je pense que les parents, en ayant ces connaissances-là, seraient davantage enclins à laisser les enfants, à assurer une veille, bien sûr, auprès d'eux, et c'est ce dont parle Winnicott, le holding, être là, cette présence sécurisante auprès de l'enfant qui lui permet d'explorer le monde et de faire ses va-et-vient pour se rassurer quand il en a besoin. Mais vraiment, c'est ce partage de connaissances qui est très, très important pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde et qu'on partage ce langage commun pour permettre à nos enfants d'explorer. On dit bien, l'enfance, c'est des racines et des ailes. On leur souhaite les ailes.
Tout à fait. Une autre question peut-être un petit peu plus précise. Tous les tests, donc là je suppose que la personne fait référence aux tests de la situation étrange, la situation risquée, je suppose. Tous les tests dont vous parlez peuvent être réalisés à partir de quel âge ? Alors, la situation étrange, alors, elle a été testée chez des enfants à partir de la fin de la première année, puisqu'on a montré qu'effectivement, Bowlby, dans sa théorie, montre bien que l'attachement se construit progressivement au cours des premiers mois vers des personnes différenciées, identifiées comme étant les donneurs de soins. Dans la situation risquée, ça implique aussi que l'enfant puisse commencer à se déplacer de manière autonome. Alors, pas forcément de manière bipède, ça peut être de la reptation, mais il faut effectivement que ces situations, elles soient... pour pouvoir présenter ces situations, il faut que l'enfant ait déjà un petit peu plus de 12 mois. 12 mois, c'est la limite basse, quoi. Et oui, on comprend bien que toute cette idée de l'exploration nécessite la mise en place effectivement des capacités motrices, même si, bien entendu, le bébé explore son environnement par d'autres moyens, même avant de savoir se mouvoir. L'allaitement aux âges avancés, c'est-à-dire après 1 an et demi, ne peut-il pas, à certains égards, être un frein à l'expression du rôle du père ? Alors, il y a beaucoup. Alors, en termes d'allaitement prolongé, j'ai pas de réponse à cette question. Mais en termes d'allaitement, on montre que effectivement les allaitements qui se passent bien, pour lesquels la mère et l'enfant sont en bon accordage, sont souvent dans des familles où le père contribue grandement à l'équilibre émotionnel de la famille. Donc, on voit effectivement que là où on pourrait penser que l'allaitement va séparer le père de son enfant dans les phases les plus précoces, puisque l'alimentation est exclusivement donnée par la mère, on voit effectivement le rôle du père fondamental dans cette réussite de l'allaitement. Maintenant, je n'ai pas de réponse sur les allaitements plus tardifs que ceux qui sont pratiqués généralement dans nos pays occidentaux, quoi. Si je peux juste sur l'allaitement peut-être apporter un rapide complément, j'ai interviewé un papa qui justement précisait comment il avait encore mieux trouvé sa place auprès de son bébé et comment ça avait permis de solidifier encore plus le couple en accompagnant son épouse sur l'allaitement. Et il y a plein de choses, on peut imaginer comme ça effectivement que c'est excluant pour le père, alors que finalement, non, en l'organisant, en l'anticipant, en communiquant énormément, au contraire, ça peut générer beaucoup de positifs, y compris pour le papa. Oui, et puis pareil, juste une toute petite remarque parce que je suis tout à fait d'accord, mais étant moi-même concernée par la situation, je me pose beaucoup de questions au niveau de l'allaitement, du biberon, et en tant que futur parent, on est confronté à beaucoup d'informations sur ces questions-là. Et moi-même, en étant professionnelle dans ce milieu, parfois je m'y perds. Alors du coup, je me dis que d'autres doivent s'y perdre aussi. Et j'ai eu une discussion ce week-end où j'évoquais la possibilité éventuellement de tirer mon lait pour permettre à mon conjoint éventuellement de pouvoir donner le biberon. Et j'ai eu pas mal de commentaires de type tirer son lait, c'est vraiment pas top. Faire biberon et le sein, ça va porter à confusion, etc. Comment s'en sortir dans ces cas-là avec toutes ces informations ? À la fois, on veut impliquer le papa, à la fois, on nous dit qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce que peut-être très, très rapidement, vous auriez un petit conseil pour ces parents qui se posent ces questions ? Je ne vais pas avoir un conseil scientifique, je vais avoir un conseil tout personnel. Je pense qu'il faut faire comme on le sent le mieux. C'est-à-dire que si effectivement vous considérez que laisser une place au papa, c'est lui permettre de lui donner un biberon, c'est à mon avis une très bonne chose. Il n'y a pas d'exclusivité. Enfin, moi,
je vous donne peut-être mon exemple personnel, c'est pas scientifique du tout, mais j'ai moi-même effectivement allaité ma fille. Je permettais à son papa de lui donner le biberon en effectivement tirant mon lait. La transition du coup à l'allaitement non maternel, elle a été assez simple parce qu'elle avait déjà l'habitude effectivement de prendre son repas de manière différente. Et je veux dire, il faut, enfin, à mon avis, il faut faire comme vous l'entendez, comme vous le sentez le mieux. C'est ce qui va permettre une meilleure alliance parentale. Il faut arrêter un moment d'écouter aussi tout ce qui se dit de part et d'autre. Tout à fait. Je pense que tout le monde, en tant qu'ami, famille, collègue, mais aussi en tant que professionnel, on aurait à gagner sur ce plan-là. Merci beaucoup, en tout cas. Un grand merci, Merci Barbara. à vous. Est-ce que vous allez pouvoir rester Oui, avec reste, nous, notamment pour la table ronde, parce qu'on a bien d'autres questions à vous poser, entre autres. To and fro.